Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 26e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jean Marquis, libraire propriétaire de la boîte à BD de Laval, qui depuis l'ouverture de son commerce en 1994 fait la promotion du médium et de ses artisans avec une inaltérable passion. Jean Marquis, salut! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer à mon micro. Je trouvais l'opportunité trop belle pour ne pas la saisir, puisque il y a quelques semaines à peine, tu célébrais le 30e anniversaire de ta librairie, la boîte à BD de Laval. Donc, tout d'abord, félicitations. Joyeux anniversaire. Ben, merci beaucoup. 30 ans à tenir commerce, de surcroît une librairie, librairie indépendante. Faut le faire. Donc, bravo. Et si tu le veux bien, moi, dans ce cas-ci, j'aurais envie de peut-être commencer cette entrevue-là en abordant le propos de manière chronologique. Donc, la boîte à BD de Laval, c'est une librairie qui est fondée en 1994. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé, en 1994, un jeune Jean Marquis à se lancer dans l'entrepreneuriat et d'ouvrir une librairie, dans un premier temps, qui était une librairie de comics américains? Ouais, surtout. Ouais. Ouais. Alors, ça vient d'où cette idée-là, cette pulsion-là? Ben, en fait, c'est un accident, parce que le jeune Jean Marquis, à 24 ans, il était programmeur en informatique. Fait qu'on voit que j'étais prédestiné à faire ce métier-là. T'sais. Ouais. Fait qu'il y avait eu des mises à pied temporaires, puis ça allait, ça venait, puis j'ai un gars que j'ai rencontré à l'endroit où j'étais programmeur. Lui, il était formateur. En fait, on faisait, sans nommer l'entreprise, là, je faisais des logiciels pour les dealers automobiles. Puis, j'ai tombé j'avais rencontré un gars là-bas, qu'on est tombé amis. Puis, on avait il aimait les BD, puis tout ça, des trucs semblables. Étais-tu un lecteur, toi, à l'époque? Oui, j'étais Okay. J'ai tout le temps été un lecteur. Parfait. Ouais. Alors, lui, pendant que moi, j'ai perdu mon emploi, lui, il a parti un club vidéo. Fait que j'ai fait la programmation pour son club vidéo. Puis, au bout d'un comptoir, pendant qu'on mangeait une pizza, dans le fond de la boîte à pizza, il a dit « Hey, toi, t'aimes ça les comics, Jean, là? Tu pourrais te faire un rack là, au bout, là, puis tu pourrais vendre des comics si tu veux. » Fait que ça a commencé comme ça. J'ai vendu des comic books, j'ai pris 75$, j'ai fait un rack en bois, j'ai été voir où ce que j'étais à la boîte à BD de Longueuil, où ce que j'étais client. J'ai dit je vais commencer à vendre des comics. Puis il a dit « OK, ben tu veux que je t'aide? » Fait qu'au début, c'était mon fournisseur. Fait que j'avais pas besoin d'ouvrir de compte nulle part. Puis à chaque semaine, j'allais le voir, puis je disais, ben je prends ça. Puis il dit, c'est beau. Fait que là, j'avais des petites quantités, j'avais pas de minimum, fait que je me suis bâti une clientèle de même pendant 1 an et demi. Où ce que là, il m'a dit, ben là t'en prends beaucoup à chaque semaine, là, ça serait le temps que tu ouvres ton compte. Et que tu voles de tes propres ailes. Ouais. C'est quand même une époque particulière dans le comics américain. Et là, peut-être juste pour contextualiser, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, on est dans une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'au tournant des années 90, il y a eu un séisme dans l'univers du comics américain. Et là, essayer de résumer ça brièvement, je vais tenter le coup, c'est que les deux éditeurs majeurs étaient Marvel et DC. Et il y avait quelques indépendants, dont Dark Horse Comics, qui est toujours là. Et donc là, il y a des auteurs vedettes de chez Marvel qui ont claqué la porte et qui ont décidé de partir leur propre structure éditoriale en se disant, au moins, nos créations vont nous appartenir. Parce que quand vous êtes scénariste ou illustrateur sur Spider-Man et que vous créez un nouveau personnage, ce personnage-là ne vous appartient pas. Il appartient à l'entité qui signe votre chèque de paye. Et donc, à cette même période-là, DC Comics, pour essayer de faire augmenter les ventes d'un titre qui est pratiquement mort au feuilleton, Superman, en boutade se disent « Hey, on va le tuer ». Mais ils ont bien fait ça. Ben, ils ont bien fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont réussi un extraordinaire coup de marketing. Parce que là, tout à coup,
ça fait les bulletins télévisés. Des gens qui n'étaient jamais entrés dans une librairie de comics, ils sont allés acheter un numéro de la mort de Superman, convaincus que dans 20 ans, ils pourraient leur vendre et payer les études universitaires de leurs enfants. Ce qui s'est avéré pas être le cas. Et donc, quand tu arrives en 94, là, l'élastique est déjà pas mal tiré là, par rapport à cette période-là. Là, en 94, je sors parce que justement, au club vidéo, Reynald, il lisait les Reign of the Superman, les 4 gars qui s'étaient dit je suis Superman ressuscité. Ouais. Fait que le gars où je vendais les comics, il lisait à chaque semaine. Quand j'ai ouvert, on commençait Nightfall. Batman s'était fait casser le dos. Ouais. Là, Par Bane. Ouais. Puis là, c'était Azrael qui avait pris la place de Batman. Et fait que c'est là qu'on était rendu. Ah, d'ailleurs, quand même, faut spécifier que de l'équipe éditoriale qui a contribué à la mort de Superman, il y a quand même le Québécois Denis Rodier, qu'on salue. L'auteur qui notamment a illustré La Bombe, paru chez Glénat il y a quelques années sur la bombe atomique. Donc, pour tous celles et ceux là, qui ont été friands là, des Oscars et qui étaient très très heureux que le film Oppenheimer remporte le prix, Denis Rodier, oui, il a tué Superman, mais il a aussi dessiné l'histoire avec un grand H de cette bombe atomique-là. Donc oui, il y a un petit peu de nous dans le meurtre de Superman. De Superman, qui ont célébré justement le 30e juste un petit peu avant moi. Là. Ils ont sorti des éditions 30e anniversaire, dont Denis a fait une page. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai feuilleté le numéro et j'ai pas réussi à trouver la page de Denis. C'est-à-dire que j'hésitais entre 2-3 pages. OK. Donc, je pense que Denis s'est bien amusé à essayer de peut-être pas se coller au style de l'époque tout à fait. Et donc, donc décennie assez difficile les années 90 pour le comics américain. Puis moi, je me souviens d'avoir vu des librairies fermées là, à cette époque-là. Ah oui, ça allait. Ça ouvrait, ça fermait. Il n'y a pas juste Superman qui mourait. Non. Ouais. Et toi, bon, j'imagine, 24 ans, la jeunesse. J'avais zéro graine d'entrepreneur. C'était vraiment la passion de la BD. Puis mon insouciance, mon enthousiasme qui a fait que j'ai fait ça. Ouais. Et donc là, tu es dans un club vidéo. Chose qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Non, c'est ça. Il en reste encore quelques rares endroits, mais à quel moment t'as quitté le club vidéo et que là, vraiment, t'as décidé d'élire pignon sur rue avec un commerce se consacrant 100% à la bande dessinée? C'est arrivé à quel moment? Écoute, ça faisait un bout de temps que j'y pensais, puis là, j'avais un de mes jeunes clients qui disait « Jean, tu devrais ouvrir ça, là, Johnny Comics, avoir ta shop à toi! » Fait que j'avais ce rêve-là. Puis l'opportunité est arrivée. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui était un ami. En tout cas, qui était un ami. J'ai parti avec lui. Il n'est plus un ami aujourd'hui. Mais ça... Ce qui arrive dans l'entrepreneuriat. Ouais, voilà. Mais lui, il était là pour faire... il voulait pas un Superman... La mort de Superman pour revendre 30 ans plus tard. Il voulait se faire un petit coup d'argent rapido presto. Ça d'ailleurs, là, Jean, il y a encore des gens aujourd'hui, pas des gens Jean Marquis, mais des gens GENS, qui pensent encore magiquement qu'en achetant un exemplaire avec une illustration, une couverture variante, que là, tout à coup, ils vont faire de l'argent. À ce compte-là, moi, quand j'étais libraire, il m'est déjà arrivé de dire à des clients, vous êtes mieux d'investir dans la crypto-monnaie. Vous avez plus de chances que ça rapporte que... Il y en a, mais tu sais, si tu l'achètes, puis il monte, puis tant mieux. Mais si tu passes ton temps à juste chasser ça, premièrement, les gens qui chassent ça, c'est des revendeurs. Mm-hmm. Ils lisent pas. Ils sont pas là pour la passion de la BD. Ils sont là, eux autres, ils étaient dans les cartes de hockey avant, puis là, ils sont là-dedans. D'ailleurs, il y a eu un transfert dans les années 90. Là. Il y a beaucoup de collectionneurs de cartes qui ont fait le saut vers le comics. Ouais. Fait que ça, quant à moi, ça brise le marché. Là, quand que j'ai break, là, quand que un client vient, un client, entre guillemets, puis il pogne, il ramasse toutes les quantités que sa tablette,
Puis je fais, ben là... Par exemple, tu as annoncé cette semaine que tu avais reçu pour le 350e numéro de Spawn, de Todd McFarlane, voilà. Il y a un comic, une couverture variante par magasin. En fait, signé par Todd McFarlane. Qui est offert à un exemplaire à chaque commerçant, et après ça, chaque commerçant peut en disposer comme il veut. Voilà. Sauf que combien il y a de commerces de comics maintenant en Amérique du Nord? Il ne doit pas en avoir plus que 2000. Quand j'avais fait... En Amérique du Nord, je ne le sais pas. Je le sais pas. Très curieux, mais... Quand j'avais fait le Spider-Man 670 couverture variante, dealer variant... Ah oui, où vous pouviez mettre le logo de votre ouais, puis moi, j'avais fait... À la place de mettre juste une photo, j'avais fait vraiment... Il tenait un journal, fait que j'ai pas mis une photo de la librairie. J'ai fait une manchette où mon personnage de Johnny Comics avait combattu le Rhino avec Spider-Man, tu sais. Ah oui, devant, okay. Qui avait sauvé la place à crème glacée qui était en face de l'ancienne adresse, là, en tout cas. Sur Dagenais, là. Sur Dagenais, oui. Il y avait, si je me rappelle bien, 1900 ou 2900 à travers le monde des comic shops, incluant un au Japon. Ah, alors, donc ça veut dire qu'en Amérique du Nord, maintenant, parce que c'est sûr que... Puis il y a eu la pandémie aussi, ça a été un hécatombe. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être, là, juste au, mettons, Canada, États-Unis, il doit même pas en rester 1000. J'aurais aucune idée. C'est très difficile. Mais donc, bref, le tirage est quand même... Ben, ceci dit, si, admettons, ils ont tiré 2000 exemplaires de ce numéro-là de Spawn, c'est quand même déjà beaucoup quand on considère qu'il y a des séries de comics qui sont imprimées en bas de 2000 exemplaires. Mais mon client qui est venu chercher après-midi m'a parlé qu'il en a signé 3000 ou 3500 copies. Ah bon, OK. Ouais. Parce qu'il y en a en Europe, je me souviens, je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais à Berlin, je me souviens d'être rentré juste à Lyon, j'étais ami avec Comic Zone là-bas. Ah oui, il y en a quelques-uns. J'échangeais on va arriver là-dessus tantôt, là, peut-être, mais j'échangeais la BD de la boîte à BD avec lui. Oui, on va y venir. Ben, d'ailleurs, tiens, puisque tu m'ouvres la porte, donc là, tu décides de te lancer dans ton propre commerce. À quel moment tu décides d'inclure dans ton commerce, dans ton offre de comics, de la bande dessinée francophone, donc de la bande dessinée franco-belge, et de la bande dessinée locale québécoise? À quel moment, puis qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? En fait, j'avais déjà essayé de rentrer du franco-belge dans le temps de DLM. Eh mon Dieu, ouais. DLM, l'ancien distributeur. Où je faisais mes commandes à l'aide d'un fax. Ouais, c'était long et pénible. Je n'ai vendu un petit peu, mais tu sais, ça valait pas tant la peine, puis c'était beaucoup d'ouvrages pour très, très peu. Mais après ça, il y a certains auteurs locaux qui sont venus me proposer leur bande dessinée, dont le meilleur exemple qui a fait qu'il s'est passé quelque chose, c'était David Terrien. Il amenait des copies de Martin Ninja. Puis écoute, je me suis fait une clientèle de ça, là. Après quelques jours, j'achetais directement ces copies parce que je prenais pas les trucs en consignation. Si je rentrais un livre d'un auteur, c'est parce que je y croyais, puis pour aller au BAT Pro, pour le présenter, pour mettre mes énergies dessus, ben je l'avais payé d'avance. Fait que les copies que je prenais étaient payées. Puis là, David, ben, j'y vendais tous ces exemplaires. Fait que oui, mais ça, c'est dans la logique marchande de la librairie de comics. Parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, aux auditrices, c'est que lorsque vous êtes un libraire puis que vous vendez de la bande dessinée francophone, vous faites affaire avec un distributeur qui vous permet de retourner vos quantités invendues de nouveautés dans une fenêtre d'1 an. Et que aussi, au niveau de la facturation, ça peut varier entre, à la fin du mois, entre 1 mois et 45 jours, 60 jours. Alors que quand on fait affaire avec un distributeur de comics américain, comme par exemple Diamond, ben, si vous voulez repartir avec votre commande, vous devez la payer au moment même où vous récupérez vos boîtes. Donc, la consignation, c'est un peu ça aussi. La consignation, c'est un artiste vient porter, admettons, 5 exemplaires de son livre, puis dans 6 mois, il repasse et il demande au marchand de lui payer les exemplaires vendus
et soit qui réassortit ou soit qui repart avec les invendus. C'est ça. Donc là, toi, ta prise de risque pour un artiste local, quand tu y croyais, était la même prise de risque que lorsque tu fais affaire avec un distributeur américain. Voilà. C'est que tu payes sur réception. Puis, je l'ai rappelé plusieurs fois, David. J'en vendais. Puis, mais même la même chose pour lui, là, c'était pas un entrepreneur, c'était un artiste. Fait qu'il me vendait pas mal le même prix que ça coûtait de faire. Fait qu'il faisait pas mal à zéro. Fait que je disais, David, ça n'a pas d'allure, ce qui se passe là. Fait que j'ai commencé à participer, à l'aider à les imprimer. Fait que j'étais rendu comme micro-éditeur pour finir par y faire un recueil, un trade paperback hein, de ses premiers numéros à place des... Puis j'avais dit aussi, faut que tu fasses quelques pages de plus ou une réintroduction au départ parce qu'il y avait des trucs qu'il n'aimait pas dans le numéro 1, qui a enlevé des petites histoires qui ne concernaient pas Martin le Ninja. Fait que je dis, faut que tu remplaces ça par quelque chose d'autre, puis quelque chose de neuf que les fans de Martin vont avoir le goût de prendre aussi si tu sors le nouveau volume. Ici, on parle du tournant des années 2010, Martin le Ninja, 2000... Quand j'ai rencontré David, c'est ça, 2010-2011. Ouais, ça aurait du bon sens. Et donc là, tout à coup, et ça, c'est ça qui est intéressant aussi dans ta pratique. Donc, tu as eu, comment je pourrais dire, une pratique stratifiée. C'est que tu as commencé avec le comics. Il y a une première tentative de faire entrer du francophone. Par la suite, tu vas en faire rentrer à nouveau. Tu vas en même temps encourager certains artistes locaux. Tu vas devenir, avec Martin le Ninja, à la fois éditeur ou co-éditeur, distributeur. Tu vas finir par devenir auteur aussi, parce que tu vas collaborer avec David Terrien sur la bande dessinée Pierre et la Pierre. Ouais, mais juste une petite parenthèse, là, tu m'as fait penser pendant que tu me reparlais du franco-belge, le fait que je voulais en avoir aussi, c'est qu'un jour, je suis rentré dans une librairie pour acheter un livre. Puis, bien évidemment, la section bande dessinée, je me suis pitché dedans pour aller voir ce que je voyais pas pour les nouveautés. Puis, j'avais vu La Machine infernale de Spirou. Puis, je suis tombé vraiment, je dis, hey, c'est différent. J'ai bien aimé ça. Puis, c'est là que j'avais fait ma tentative avec DLM. Là. Je dis, ça me prend d'autres BD. J'aime pas juste l'américain, j'aime toutes les BD. La Machine infernale, là. Ouais. Ça faisait très X-Files. Oui, puis ça, c'est le moment où Tom et Jean-Ry ont changé l'approche graphique de Spirou. Ils l'ont amené dans une approche plus naturaliste. C'est tout ça, la machine qui rêve? La Machine qui rêve, oui, voilà. C'est ça. Voilà. C'est leur dernier album, ça, en plus. Ah, j'avais aimé ça. Pour moi, c'était une découverte. Là. Ouais, ça faisait longtemps. J'ai passé de... tu sais, il y a une dizaine d'années là, que j'ai pas ouvert de nouvel album européen parce que j'avais pas le temps. Fait que là, c'était une redécouverte de la BD. Fait que là, c'est là que j'avais voulu en avoir dans ma librairie. Ouais. Puis pour revenir, là, ramène-moi ce que... Ben, à Martin le Ninja, donc, à Pierre et la Pierre, où là, tout à coup, avec David, là, t'es co-scénariste avec lui. Et là, tout à coup, c'est une autre corde que t'accroches après ton arc, là. Ouais. Fait que j'avais plein d'idées. Je donnais des pitchs pour qu'ils écrivent. Puis, ça travaillait dans ma tête. Je disais, hey David, j'ai plein d'idées. J'aurais le goût qu'on crée quelque chose ensemble, si ça te tente. Dans l'univers de Martin, on a créé un nouveau personnage. Puis j'ai montré plein de choses, plein d'idées. Comment que mon personnage, je le verrais. J'y lançais des idées, il m'en relançait. Puis, au fil des semaines, le personnage s'est formé. Puis je l'ai tout transcrit à la main, tout décrit à la main, quel type de personne c'était. Une personne... Tu sais, au début, je partais de ce que je connaissais, donc un commerce de détail. Fait que là, je dis, je vais m'éloigner des bandes dessinées parce que mon personnage, il est pas aimable. Puis là, je voulais pas associer mon personnage avec moi. Puis c'est vraiment, je n'ai fait une personne qui est là juste pour l'argent, qui se moque du bien-être des autres, qui veut juste... Il vendrait sa mère pour 2 piastres. T'sais. Fait que c'est un vendeur de pierres ésotériques qui, lui... Puis il est tellement juste accro à l'argent, tellement qu'il fait l'acquisition d'une pierre maléfique qui a des pouvoirs, mais il est trop niaiseux pour s'en rendre compte parce qu'il est ailleurs.
Fait que j'ai tout décrit le personnage par écrit. Et David, sans qu'on se consulte autrement, mais lui, David, a dessiné comment il percevait mon texte. Ça a donné le gars avec le débardeur puis la moustache. Le débardeur brun qui a roulé. Écoute, j'avais zéro ça dans la tête. Ah, c'est drôle, ça. Quand il me l'a montré, j'ai fait « Wow! C'est parfait! C'est wow! » Oh ouais. C'est incroyable. Et est-ce que c'est ça, cette espèce de pulsion de création, puis c'est aussi une pulsion d'entrepreneuriat autre que juste être libraire, là. Éditer, c'est autre chose que de vendre un livre, là. C'est un autre travail. Est-ce que c'est ça qui a mené au lancement d'un événement qui t'a longtemps défini comme libraire, qui est le samedi de la BD gratuite? Est-ce que c'est ça qui a servi de passerelle, qui t'a amené vers la création de cet événement-là? Il y a ça, et je reviens encore au Spider-Man 666 avec la couverture Dealer Variant, où ce que les clients étaient contents de l'acheter. Il y a des gens qui n'achetaient pas du Spider-Man, mais à cause c'était écrit boîte à BD dessus, ils ont fait « Ah, wow, c'est le fun! » Ils embarquaient. Et le Free Comic Book Day existait avant. Fait que dans le fond, j'ai voulu faire une version québécoise de ça, parce que les gens venaient, je faisais le gros party, j'avais des cosplayers, j'avais des auteurs de BD locaux, des activités, mais il y a beaucoup de familles qui venaient puis qui me disaient « Jean, c'est parce que c'est super trippant, c'est le fun, mais mes enfants, ils lisent pas en anglais. Ou nous, on lit pas en anglais. Fait qu'il n'y a rien pour nous de gratuit. » Fait que c'est là que j'ai voulu faire un livre que les gens seraient intéressés à cause que la boutique en fait la promotion. Parce qu'au début, c'était même pas le samedi de la BD, c'était juste la librairie va faire une BD avec des textes en français dedans pour les autres. Fait que c'était juste ma librairie au départ qui l'avait la première année. Bon, quand tu parles du Free Comic Book Day, encore une fois, je vais intervenir pour contextualiser la chose. Donc, c'est un événement qui est qui est lancé en 2002 aux États-Unis. Et le but, avoué, c'est que le premier samedi du mois de mai, c'est d'attirer les gens dans un comic book shop en leur offrant une sélection de comics gratuits qui sont produits pour l'occasion, qui sont identifiés Free Comic Book Day. C'est ça. Et cet événement-là a gagné rapidement en popularité. Et c'est arrimé à cet événement-là les méga productions de Marvel. Tellement qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était rendu que chaque année du Free Comic Book Day concordait avec la sortie d'un film de Marvel, que ce soit Iron Man, Hulk, Spider-Man, peu importe. Donc, et au début, c'était quelques rares éditeurs qui ont embarqué. Et là, tranquillement, bon an, mal an... Au début, il y avait vraiment quand même beaucoup d'éditeurs. Là. Ah oui, hein? Ah oui. Même en 2002, en partant, j'ai embarqué dans la première année en me disant « C'est une super bonne idée, ça marchera pas. Le monde va venir chercher des comics gratuits, puis ils vont s'en aller. » Mais moi, il y avait une file à la porte. Les gens venaient chercher leurs comics gratuits. Puis magasinaient. Ben oui, parce que c'était ça le but. Ouais. Et c'est encore à ce jour le but du Free Comic Book Day. C'est ça. D'ailleurs, durant la pandémie, c'est un événement qui a beaucoup souffert parce que... ouais, ça a été annulé. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, puis là, bon, donc tu proposes une première édition de la boîte à BD, le comic book. Donc, le premier volume. À l'intérieur, il y a, je me souviens là, de mémoire, il y a des strips de Martin le Ninja, de Pierre et la Pierre. Tu as quelques artistes locaux aussi là-dedans. Là. Des artistes locaux. Ouais. Puis je voulais encore faire le lien entre les clients, les lecteurs, puis les créateurs. Fait qu'à l'intérieur, il y a certains clients qui ont fait des strips. Et on avait 3 pages de Witchblade publiées chez Image. Ah oui? Fait que j'ai eu quand même... Qui avait traduit en français? Non, c'était pas traduit en français. Ah, OK. Je les avais imprimés tels quels, parce que dans ce temps-là, je mettais... il était bilingue. Je veux dire bilingue. Il était pas bilingue, mais il y avait des strips en anglais et des strips en français.
Puis t'étais même toi-même la vedette d'un strip. De quelques-uns même. Parce De que les quelques-uns. gens, il y a des auteurs qui participaient, qui faisaient des BD expressément pour cette parution-là. Fait qu'ils pouvaient prendre le Johnny Comics, ils pouvaient prendre moi s'ils voulaient. Puis c'est fou parce que la première édition, c'est quoi? C'est un 24 pages broché, disons? c'était un 52 pages. Oui, Mais il était broché. il était broché. Il n'était pas encore reliure Le allemand. plus gros que je pouvais brocher. 52 Ben oui, pages c'est brochées. limite. Ouais, t'es vraiment limite. Là. Ouais. Parce que... Parce que je voulais... Puis, tu sais, à chaque édition, j'ai refusé du monde. Tout le temps le bout de plate, là. Mais j'essayais de faire le meilleur produit possible. Éventuellement, parce que je voyais même pas ça la première année, là. Mais éventuellement, je me faisais tellement proposer du matériel par des amateurs. Puis il y avait des affaires vraiment wow. Puis il fallait que je garde comme un intérêt pour ceux qui allaient lire aussi. Fait qu'il fallait que je fasse des choix, il fallait que je coupe des gens, même des trucs qui auraient dû être dedans, mais faute d'espace. Ben, c'est quand même un beau problème, là. Oui. C'est toujours plus facile couper que Parce d'ajouter, que, là. éventuellement, c'est devenu un outil pour faire la promotion de la BD d'ici. Puis il fallait que je laisse l'espace aux éditeurs, aux auteurs, pour qui c'était leur gagne-pain en premier. Oui, parce que là, il faut le dire, hein, c'est arrimé au comic book de la boîte à BD de Laval le samedi de la BD gratuite, donc un événement. Et ça, c'était toute la journée, je me souviens. Là, la première année que j'étais venu, je veux dire, il y avait une partie du stationnement qui était pris pour ça. Là. Ouais, j'avais un chapiteau avec... Oui, il y avait un chapiteau. Il y avait la gang de Ghostbusters habillés là, en cosplay. Il y a des gens qui venaient costumés aussi. Et d'année en année, ça grossissait. D'année en année, puis le comic book a fini par être distribué dans une quarantaine. Une cinquantaine. Une cinquantaine, OK. Une cinquantaine de points de vente. Même des libraires en Europe. Une. Mais tu sais, là, j'ai ça ici, là. Saint-Hyacinthe, Val-d'Or, l'Apocatière, tu sais. New Richmond, Saint-Lambert. Ouais. non, mais on s'entend. Sept-Îles, tu sais, c'est quand même énorme. Et là, il y avait des extraits de séries québécoises, là. Tu sais, on parle de... Là, j'ai le numéro 8, là, pendant que je vous parle, que je feuillette, là. Bon, il y a McGuffin, Alan Smithy, il y a Dans la tête de François. Là, t'avais le truc de salade d'amphibie de Marcy. De Marcy, ouais. T'as S.V. Bell. T'as Michel Laframboise. T'as... comment s'appelle-t-il, donc? Oh là là, excuse-nous. J'ai tout le temps Emmanuel, mais c'est pas ça. Ah oui, les contes de l'interface, voilà. Bon, puis il y a Humerlin. Humerlin, t'as dedans, ouais. Ah oui, il y a plein de trucs. Bon, il y a David Terrien avec des strips, entre autres. Il y a Lèvres tendres. Il y a La Rose du ciel de J.P. Perrault. Il y a même L'Espion de trop de Vauro, Frédéric-Antoine chez Glénat Québec. Donc, tout à coup, tu réussis à mobiliser le milieu. Et là, juste pour que les gens comprennent, là, toi, tu gères un commerce, là, où à chaque semaine, non seulement tu reçois des nouveautés européennes qui t'arrivent par transporteur, mais toi, il faut que tu ailles chercher ta commande hebdomadaire de comics. Avant, c'était un entrepôt. Là, maintenant, c'est 3. Et c'est toi qui y vas pour aller chercher. Donc, c'est beaucoup de gestion au quotidien. Tu passes une bonne partie de ton temps à gérer des nouveautés qui entrent de différents distributeurs, tant francophones qu'anglophones. Donc, de t'impliquer dans un événement annuel qui est physique, que tu reçois des gens, tout en produisant un comic book qui est gratuit. Hein? Il y a même, d'ailleurs, il y a la boîte de diffusion est embarquée
boîte de diffusion, Festival de BD de Montréal, l'Association des libraires. Oui, et la même AQ. Marquis Imprimeur commanditait une partie des frais d'impression aussi. Alors là, on est dans la reliure allemande, on n'est plus dans le truc broché. 72 pages, 72 reliure allemande. Mais la surprise, c'était que, tu sais, la première année, je l'avais fait pour ma librairie, sans penser que ça irait plus loin. Et la deuxième année, il y a des libraires qui me contactaient pour la... Comment qu'ils ont su, je le sais même pas. Je m'en rappelle pas. Ben, c'est Internet. Shannon Desbiens de Chicoutimi Oui. m'appelle. Je suis au Festival de BD de Québec. D'ailleurs, on était dans le Chill Zone ensemble. Je sais pas Oh si tu te mon rappelles. Dieu, Oh, pendant oui. que les gens attendaient le tirage des Oui, coupons oui, oui. pour les dédicaces. C'est Ah ça. oui, ça c'était... Il m'appelle Ouais, ouais. de là pour participer. Il dit, hey, j'en veux pour ma librairie. Je dis, OK, j'avais pas pensé à ça. Ça a été un des premiers. Sinon, le premier, si je me rappelle bien. Saint-Lambert, d'ailleurs, était pas loin derrière. Donc, 8 éditions au total. Ouais, Ça a duré 8 ans. 8 ans. Et là, tu m'as parlé du Festival de la bande dessinée de Montréal qui a repris cet événement-là, ou en tout cas, tu leur as passé tu leur as remis Non, en les fait- clés. Non, ben, c'est pas, non, c'est pas tout à fait ça. OK. En fait, après 8 ans, ça me demandait 6 mois de travail par-dessus mon travail à la librairie. Fait que j'habitais la même maison que mes enfants et ma conjointe, mais pendant au-dessus de 6 mois, on se voyait pas vraiment. On était sous le même toit, mais je faisais juste travailler. Que ce soit pour proposer le livre, que ce soit du montage, de l'édition, tous les problèmes. C'est beaucoup, beaucoup de gestion. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Aujourd'hui, je sais pas comment je faisais. Fait que j'ai fait... Puis c'était la chose que j'aimais le plus faire au monde. Plus qu'être libraire, plus... J'ai tellement eu de plaisir à faire ça. Je me suis vraiment saigné à faire ça. Mais ça mettait en péril ma vie de couple puis ma famille. Et dans une certaine mesure aussi ton commerce. Parce que la Oui. chose la plus difficile en affaires, là, une fois que tu as parti ton entreprise, c'est de gérer ta courbe de progression. Et ça a progressé rapidement, là. T'es passé la première année d'un truc broché à un événement annuel qui était chez vous, dans ton stationnement à Laval, à 8 ans plus tard, distribué dans 50 points de vente, dont un en Europe, où là, tu as des partenaires qui sont avec toi. Je veux dire, la courbe de progression est énorme, là. Et tu es seul pour faire ça. Ce qui aurait fait, dans les faits, tu avais déjà atteint depuis quelques années l'étape où il aurait fallu que tu te dotes d'une équipe. D'une équipe. Mais j'avais déjà, j'ai oublié de le mentionner, là, David Terrien de Mountain Ninja, qui Oui. m'a aidé au départ, parce que sans lui, le premier numéro n'existe pas. S'il me dit « non, ça me tente pas », c'est terminé. Fait, avec lui, oui, mais on était au bout de nos ressources, là. Vraiment. Là. Mais alors, quand tu as pris la décision, crève-cœur, à n'en point douter, Ouais. d'arrêter ça, est-ce que là, toi, tu as eu cette envie-là de passer, de remettre ce Ben, projet-là entre les mains de quelqu'un d'autre, d'un j'ai- organisme? J'ai Mme Fafard, l'Association des libraires du Québec, Oui. qui était vraiment intéressée à ce que l'événement ne s'arrête pas. Elle n'avait pas... C'est elle qui a... Mais je pense que c'est par moi ou par elle en même temps, simultané, qu'on avait parlé au Festival de BD de Montréal. Et eux autres qui ont rejoint le Festival de BD de Québec. On a eu une rencontre, conférence. Québec était en conférence à distance, puis les deux autres parties étaient avec moi, où ils étaient intéressés de reprendre le samedi de la BD gratuite à 3 associations, mais que je gardais... Je voulais m'impliquer dans rien d'autre, mais je voulais garder le nom. Je voulais pas céder les droits du nom. Je voulais garder mon bébé. C'est entendu puis tout ça, mais après ça, il y a eu la pandémie. Parce que j'ai arrêté... La dernière édition, c'est 2019.
OK. En 2020, il n'aurait pas eu. Mais si je l'avais fait, si j'avais continué une 9e édition, mais là, ça aurait été retardé de 2 ans. Tu sais. Puis les 3 entités étaient intéressées, tout ça, mais après la pandémie, mais là, j'ai plus entendu parler de ça. Fait que c'est comme mort dans l'œuf. Alors là, Jean, je vais plonger. Je n'anime pas ce balado pour me faire des amis. Je trouve ça inconcevable. Puis, tu sais, je veux pas t'amener sur un terrain glissant. Donc, je vais me permettre un commentaire éditorial. Je trouve ça impensable que 3 organismes, chacun implantés dans leur milieu et dans leur domaine respectif, qu'ils aient pas réussi, ou en tout cas, mais c'est même pas une question de réussite, mais qu'ils aient pas vu une opportunité là, alors que c'est une recette éprouvée, là. Ça fonctionne. Là t'étais dans une courbe ascendante. Oui, la pandémie, c'est une belle excuse pour bien des choses. C'est sûr que c'est vrai, la pandémie nous a empêchés de faire de l'événementiel pendant au moins 2 ans. Mais les événements et les associations sont subventionnés, sont soutenus par l'État, par la ville, par des partenaires. J'ai moi-même tâté de l'édition, 2 fois plutôt qu'une. Je sais combien peut coûter une publication en reliure allemande de 72 pages en noir et blanc. C'est sûr que les prix ont augmenté depuis. La pandémie a fait monter le prix de bien des choses parce qu'au niveau de l'approvisionnement, c'est devenu compliqué. Le papier n'y a pas échappé une fois de plus. J'ai édité l'an dernier un petit ouvrage hommage et la facture était un peu plus salée qu'elle l'était à l'époque. Mais bon, si toi, fort de ta librairie, de ta vie professionnelle plus que chargée, si toi t'as réussi pendant 8 ans à mener ça à bout de bras, j'arrive pas à concevoir qu'il n'y a pas quelqu'un parmi ces 3 organismes-là, ou encore dans le fait qu'ils se soient unis, pour essayer de continuer ça à une époque où, on le sait, là, la culture, le dollar culturel, il passe après le logement, il passe après l'épicerie, il passe après bien des affaires, le dollar culturel. Et dans l'écosystème actuel, en 2024, les gens ont besoin de s'unir. Il faut unir nos forces. Tu sais, l'ALQ, là, pendant la pandémie, là, ils avaient le bras long, hein, parce que dans les émissions de variété avec les vedettes, souviens-toi, là, bonsoir, bonsoir, il y avait des invités qui parlaient à chaque fois de livres. Puis là, ben, ils disaient, vous voulez vous acheter le livre? Allez sur le site deslibraires.ca. Donc, en mode survie, l'ALQ a su vraiment profiter de l'occasion pour mettre l'épaule à la roue et pour permettre à ses membres, les librairies indépendantes du Québec, de vendre des livres alors que les gens ne pouvaient pas physiquement se déplacer dans leur libraire, chez leur libraire préféré. Alors, s'ils ont réussi ça, et qu'on sait que dans le milieu du livre, un des genres littéraires qui connaît depuis, mettons, les 10 dernières années, les 15 dernières années, une ascension, c'est la bande dessinée. Comment se fait-il que le samedi de la BD gratuite ait disparu des écrans radars? Je pose la question, et c'est pas tant à toi que je la pose, mais je la lance dans le ciel, parce que je trouve que c'est vraiment une opportunité manquée. Et je pense que ça n'aurait pu que gagner ça à être développé et à permettre de faire briller des auteurs locaux. Parce que une publication de 72 pages qui est remise gratuitement là, à des lectrices, des lecteurs, des visiteurs, là, et c'est sûr que en feuilletant, ils vont tomber sur un truc qui va susciter de l'intérêt, qui va titiller la curiosité.
Ça, dans le fond, je veux dire, c'est une porte d'entrée, là. Voilà. C'est une passerelle. Et je pense que on a raté là une occasion. Donc, on a raté une occasion de saisir là, cette passerelle-là, justement, et de continuer sur cette lancée-là, et à développer encore la chose. Et Dieu sait ce que ça aurait pu donner, parce que des auteurs au Québec qui font de la bande dessinée, il y en a comme il n'y en a jamais eu là, dans l'histoire. Là. Il y en a beaucoup. Il y a une multiplication des structures éditoriales, des talents. Maintenant, il y a des générations différentes d'autrices, d'auteurs qui se côtoient dans des événements. Là, t'sais. Donc, moi, je profite de la tribune que j'ai pour te féliciter parce que ça a représenté énormément de travail. Puis moi, je me souviens d'avoir assisté à plusieurs éditions du Samedi de la BD gratuite, là, où j'étais venu te saluer. Et c'était des grosses journées, là. Toi, tu sortais de là lessivé, là. Ouais, lessivé, là. Le lendemain, c'est pas toi qui étais là. Non. Mais le surlendemain, généralement, oui. Donc, c'est tout à ton honneur, parce que dans le fond, je pense que c'est le témoignage d'une grande passion qui t'habite. Le surlendemain, je pensais déjà au prochain. Fait que c'est ça. Ben voilà. C'est ça. Est-ce que ceci dit, bon, évidemment, là, le train est un peu passé, mais si quelqu'un qui nous écoute, quelque part, se sentait investi d'un désir de reprendre ce concept-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je trouve ça de valeur, ça s'est arrêté. Ben, moi aussi. Ouais. Puis, je suis convaincu aussi qu'il y a des artistes qui te l'ont... puis des clients qui te l'ont témoigné, là. Parce que c'est vrai que tout à coup, comme ça se tenait la même journée que le Free Comic Book Day, d'avoir une publication francophone locale sur la table à côté du Spider-Man puis du Hellboy du Free Comic Book Day, il y a quand même là aussi quelque chose de vraiment génial. C'était plaisant pour les librairies qui ne tiennent pas de l'américain, qui ont des librairies francophones, qui a quelque chose à faire avec eux autres. Imagine, là, parce que il y a beaucoup de librairies en région où l'anglais n'est pas forcément une langue très pratiquée, courue, fréquentée. Il y a des libraires qui vendent du Panini et qui vendent du Urban, là, donc des traductions françaises de super-héros de Marvel et de DC. Là. Ben ça aurait été tout désigné. Là. J'ai déjà, je sais pas si je t'avais déjà mentionné avant, mais j'avais Yannick Paquette que j'avais demandé pour une couverture. J'avais pu avoir un contact chez Urban Comics qui avait donné leur OK. Donc, Yannick Paquette aurait fait une couverture de Batman. Il aurait imprimé plusieurs pages de Batman que Yannick a dessinées. Mais DC n'a pas voulu. Fait que ça s'est pas fait. Ah, donc c'est DC, c'est pas Urban. C'est DC qui ont choisi. Urban était d'accord. Il avait donné le OK. Yannick était en stand-by. Puis DC ont fait non. Parce que de la perspective de DC, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ben voilà. C'est même pas un... Maintenant que DC a joint... Ils ont dû se dire, ils font déjà le Free Comic Book Day, pourquoi qu'ils iraient là, t'sais. Puis c'est qui, là, eux autres, là? C'est tout le temps, depuis la deuxième édition, souvent j'approchais au début directement des auteurs et éventuellement des éditeurs, mais ils me regardaient, c'est quoi, tu veux que je te donne du matériel? Ils comprenaient pas ce que je voulais en faire, là. Fait qu'ils pensaient que j'étais pour faire une publication en prenant leur stock et en profiter. Mais c'était le contraire. Je travaillais pour eux, là, mais ça a été un long cheminement comme ça. Fait qu'il y a des auteurs qui, après quelques années, c'est eux autres qui m'appelaient pour participer. Parce que dans l'histoire de la bande dessinée au Québec, au tournant des années 70, il y a différentes cellules, à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, sur la Rive-Nord, qui s'organisent et qui lancent des collectifs. C'est-à-dire que c'est des amis qui, donc, lançaient un collectif avec leur matériel à l'intérieur. Mais là qu'un entrepreneur libraire contacte des artistes pour essayer de leur faire comprendre
qui n'est pas là pour faire de l'argent sur leur dos, là, qui est là pour faire leur promotion. C'était quand même inédit là, au Québec. Là. C'était pas quelque chose qu'on avait vu. Là. Non. Puis là où c'était plus facile, c'est les auteurs qui m'appelaient directement pour me parler de leur livre. D'ailleurs, Bernie Miro sortait son To Get Her. Juste, il m'appelait pour que j'en prenne en librairie. Fait que j'en ai pris en librairie, puis ça a été le premier artiste à m'envoyer 5 pages pour le numéro 1. Ben, d'ailleurs, tu me permets d'aborder une autre corde à ton arc. On a parlé de libraires, d'éditeurs, d'auteurs. Et là, ça m'amène à parler de ton travail de distribution. Parce que Bernie Miro, To Get Her, hein, bon, il avait reçu une subvention. Ouais, Xeric Grant. Oui, voilà, pour réaliser cet album-là. Mais il n'avait pas de distributeur. Là. Donc, c'était l'artiste qui prenait la route avec ses exemplaires puis qui essayait d'en placer dans des points de vente. Là. Voilà. Comme les autres artistes auto-édités. Oui, exactement. Sauf que là, toi, il y a un moment où tu as pris la décision d'être une espèce d'entremetteur avec les autres commerces puis de distribuer. Moi, à l'époque où j'étais moi-même libraire, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Jean Marquis et j'ai dit à Jean Marquis, moi j'aimerais t'en commander tant d'exemplaires, je veux en tenir à ma librairie et c'est pas par Bernie là, que je passais, c'est par toi. Ouais. Alors ça aussi, c'est le témoignage d'une passion parce que c'est pas ton boulot d'être distributeur. Toi, ton boulot, c'est de faire affaire avec des distributeurs qui te proposent des nouveautés, à qui tu commandes des livres, tant de la nouveauté que du réassort. Et là, tout à coup, il y a un artiste. Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Écoute, c'était l'appel à l'aide d'un auteur qui avait besoin d'une faveur. Il y avait des problèmes personnels à régler, de nature familiale. Mm-hmm. Et il m'a demandé quelque chose, puis j'ai accepté pour l'aider. Ça, c'est pas mal ça. Et tu sais, Bernie Miro, au risque de vraiment donner l'impression aux gens que je radote, mais je vais le dire encore, je profite toujours des tribunes que j'ai pour mettre de l'avant certains artistes qui, à mon humble avis, n'ont pas n'ont pas la reconnaissance qui leur reviendrait de droit. Et Bernie Miro, pour moi, c'est un des piliers de la bande dessinée québécoise, mais il est du côté anglophone. Et tu sais, on parle souvent des deux solitudes au Québec. Là. Si dans les années 90, il y avait vraiment un pont entre la production locale anglophone et francophone, hein, où les gens vraiment communiquaient entre eux. Il y avait en tout cas à Montréal, dans le milieu tant anglophone que francophone, il y avait un esprit de corps, il y avait une camaraderie. Fort est de constater qu'il y a vraiment un fossé et que les deux solitudes s'appliquent aussi au niveau culturel dans la bande dessinée parce que Bernie Miro, c'est un de nos grands auteurs. Là. Juste de penser que Mike Allred, le créateur de Mad Men, là, s'il a eu la carrière qu'il a eue, c'est grâce à Bernie Miro. C'est quand même pas banal. Bernie Miro, dont le personnage de Jam, c'est une espèce d'anti-super-héros, personnage qui a débuté sa carrière ici à Montréal dans Matrix Comics, hein, qui était publié par Mark Shanbloom, montréalais, anglophone, et Gabriel Morissette. Et donc, ces deux-là, ensemble, d'ailleurs, produisaient la série Nordgard. Ils ont été les premiers éditeurs de Bernie Miro. Et je trouve ça très dommage. Je trouve ça tellement dommage pour Bernie Miro, parce que pour moi, c'est un de nos plus grands auteurs au Québec. Et quand on prononce ce nom-là, généralement, les gens nous regardent avec une espèce de regard un peu vide en se disant « Mais qui? » Ils savent pas. Non, ils savent pas. Puis souvent, j'en vends encore des To Get Her parce que je le présente comme vraiment un véritable chef-d'œuvre de la bande dessinée. Mm-hmm. Puis les gens, après qu'ils l'aient lu, reviennent me voir et me remercient. Wow. Ouais. Encore aujourd'hui.
Ouais. Et d'ailleurs, tu as reçu Bernie Miro pour célébrer, pour marquer le coup de ton 30e anniversaire. Ouais, ben, ça donnait bien qu'ils sortent la compilation, qu'un petit éditeur américain sorte la compilation de The Jam là, pour la première fois. Là. Ouais, le premier volet. On a joint les deux événements ensemble. Je le disais d'entrée de jeu, tu as célébré dernièrement ton 30e anniversaire. Tu as traversé différentes périodes. Oh que oui. L'histoire nous rappelle que la vie, c'est cyclique. Donc, en 30 ans, toi, tu as commencé dans un club vidéo. À un moment donné, tu t'es servi la technologie du moment. Ben, même le club vidéo, c'était avant le 30 ans. Je calcule le 30 ans vraiment l'ouverture de la boîte à BD. Ah, d'accord. Donc, moi, je pensais que ça incluait... un an et demi avant, dans le choix de vidéo, ne compte pas. OK. C'est... Mais donc, tu passais tes commandes par fax. Déjà là... Ça, c'est DLM, ouais. Ouais, mais attends, Diamond, là, c'était des cahiers, les cahiers à main, qu'on envoyait par la poste 3 semaines avant la date de tombée. Et après ça, j'ai eu la grosse technologie, les BBM. Je pense que c'est comme ça qu'ils appelaient. Il y avait un écran vert. Puis là, tu te loguais sur le site de Diamond. Puis il fallait que tu rentres ton code avec des virgules, avec le chiffre. Puis là, il fallait que ça soit correct pour s'enregistrer. Ben là, c'était du DOS, là. Hey, puis là, oui. Puis ça, je trouvais ça, wow! Oh! Hey, là, je viens de sauver du temps, là, puis des... oui. Le BBM, j'ai fait ça. Ça n'a pas été si long. J'ai pas un si grand souvenir de ça. Puis après ça, les premiers balbutiements de l'Internet ont fait qu'on pouvait faire nos commandes en ligne après. Ouais. Donc, vraiment, en 30 ans de carrière de libraire, tu as vu vraiment le milieu se transformer. Ah, oui. L'écosystème de la bande dessinée. Où à l'époque, je savais tout ce qui sortait avant la clientèle, et maintenant, c'est le contraire. Et est-ce que c'est dû à cette petite chose qui s'appelle Internet? Internet. Ça a profondément changé ta manière de pratiquer ton métier, Internet. Oui. Est-ce qu'après 30 ans, t'es du type nostalgique? T'es du type à te dire c'était plus facile dans le temps? Ou si tu considères à la sortie d'une pandémie mondiale que maintenant les outils dont tu disposes facilitent ton travail? Je dirais que c'est différent. Je suis monsieur nostalgie. Peut-être pas pour les outils de travail, par contre. Pour les voitures, oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais pour à peu près tout. Ouais. Mais non, je m'ennuie pas des... Du fax? Non, du tout. Eh, mon Dieu. Ah ouais. Les publicités qui rentraient durant la nuit. Maintenant, on les a sur nos écrans de toute façon maintenant. Oui, sauf que ça vide plus nos cartouches d'encre. Ça vide plus nos cartouches d'encre. Oui. Ça nous envoie des virus. Ça. Alors, tu sais que les plus jeunes générations qui écoutent n'ont aucune idée de quoi on parle. Non. Mon Dieu. Ouais. Même moi, comme acteur, à l'époque, je recevais mes textes d'audition par fax. Oh, wow. Ouais, c'est dire, hein? Et puis des fois, c'était dur à lire, hein? Ça imprimait pas tout égal. Oh, même quand c'était imprimé clair, des fois, c'est dur à lire. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, je le cacherai pas aux auditrices, auditeurs. T'es mon libraire. Donc, moi, je te fréquente sur une base hebdomadaire. Je pense te saluer parce que j'ai souvent affaire dans le coin aussi pour un autre projet. Et donc, je pense te voir. On discute. Moi, je sens chez vous toujours cette passion-là qui t'anime. Et cette passion aussi, mais surtout cette passion de faire la promotion des artistes locaux. Ça, c'est quelque chose qui te définit, moi, je trouve, beaucoup dans ta pratique de libraire. Et c'est rare de voir ça dans une librairie spécialisée en comics. Parce que généralement, dans l'écosystème au Québec, t'as ou la librairie indépendante membre de l'ALQ qui vend que du francophone, ou t'as les qu'on appelle les Local Comic Shop. Ouais, les LCS, là, donc les Comic Book Shop. Et toi, t'es un des rares endroits qui est une espèce de point de rencontre entre tout ça. Puis tu tiens du manga aussi. Donc, t'es vraiment... Donc, dans le fond, la boîte à BD de Laval,
c'est le carrefour de différentes traditions. Quand j'étais jeune, tout ce qui était BD m'intéressait. Puis l'accès n'était pas la même qu'aujourd'hui, là. Ben non. On n'avait rien, ou presque. Je connaissais tout ce que j'avais par cœur et diante que j'ai pédalé des kilomètres pour pouvoir me procurer de nouvelles parutions. Fait que c'est vraiment l'intérêt général, c'est dessiné, c'est de la BD, c'est là. Et tu sais, t'es un libraire à Laval, donc t'es pas à côté d'une station de métro. Non. Les piétons ne peuvent pas tomber sur ton commerce par hasard ou par accident. Les gens qui viennent à la boîte à BD, généralement, viennent en véhicule motorisé, là, on s'entend. Il y a une arrêt d'autobus au coin. Ah oui, quand même. Qui avait quand même à l'autre endroit aussi pendant 21 ans. La clientèle s'est faite beaucoup pour ceux qui viennent de la Couronne Nord. Saint-Jérôme, Terrebonne, Saint-Eustache et même un peu plus loin. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui veulent pas aller à Montréal, ils arrêtent à Laval. Ils arrêtent avant le pont. Ouais. Mais donc, tu desserres quand même un grand territoire là, en nombre de kilomètres. Là, parce que Saint-Eustache, c'est 15 km, 20 km d'ici facilement. Là. Ouais. Qu'est-ce qui... comment je pourrais dire? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux comme libraire après 30 ans d'activité? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves encore le matin avec cette passion-là qui t'anime? Partager la passion. Quand il y a un truc qui sort qui fait qu'un client, écoute, va arriver avec 2 bières sur le comptoir pour célébrer la parution d'un truc, qui est content. Il vient partager une bière avec moi sur le comptoir. Puis on discute, on partage nos points d'intérêt. Ben c'est ça. C'est la nostalgie, les retrouvailles, toutes ces affaires-là réunies ensemble. Et on est à une époque où il y a eu comme un inversement au niveau de la production. Quand tu as débuté, il se produisait beaucoup plus de matériel américain qui se produisait, toute proportion gardée, de franco-belge. Puis je parle même pas de québécois, là. Aujourd'hui, au niveau américain, il y a encore beaucoup de nouveautés, mais quand on pense que maintenant, un groupe comme DC Comics ne fait pratiquement que du Batman, puis quelques titres de Superman, puis c'est tout, alors qu'à l'époque, n'importe quel personnage avait sa propre série, là. Tu sais, quand tu as débuté, il se produisait en Europe une bonne année, c'était 450 nouveautés par année. En 2024, si on exclut les traductions françaises de manga, on parle déjà de 6500 nouveautés. Ça n'a aucun bon sens. Et au Québec, ben là, au Québec, toute proportion gardée, c'est quoi? On doit avoir franchi le cap du 200 là, maintenant. Là. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Quand on pense que là, on vit, puis c'est pas ta première récession, là, mais tu sais, le dollar culturel, il va pas à la bande dessinée. Tu sais, le dollar culturel, c'est pas le premier dépensé, là. Puis il y a aussi les gens qui se retrouvent aussi, au fil du temps. Là, j'essaie de ramener à ce que tu dis là, en ce moment avec ton autre question tantôt. Mm-hmm. Les gens viennent pour s'approvisionner, mais il y a des gens des amitiés qui se sont formées ici, à force de... Parce que chez eux, ils peuvent pas parler de leur passion. Ouais. Alors, Ouais. ben, rendu ici, que ça se met à parler un petit peu, il y en a un autre qui se joint à la conversation. Puis au fil des années, c'est devenu des amis. Ils se donnent rendez-vous ici. C'est un lieu de rencontre aussi. Mm-hmm. Fait que la BD, elle continue d'être là pour leurs achats, mais c'est une raison de sortir de chez eux aussi. Si je te demandais comment tu te projetais dans le futur,
disons, là, les 5-10 prochaines années? Là? Écoute, hey, ça fait 5 ans que je me pose beaucoup de questions. Ce qui m'alimente beaucoup depuis que j'ai repris la production de la chaîne YouTube, parce qu'avant, c'était un employé qui faisait les vidéos pour la librairie. Oui, parce qu'en plus, tu génères du contenu. Là. Au-delà de toutes tes autres activités, tu as ta vidéo hebdomadaire. C'est pour faire de la promotion, Ouais. mais en même temps, j'ai un malin plaisir à faire ça. Vraiment. Puis je fais extra, je parle pas juste de BD, je parle de BD, mais je parle d'un paquet d'autres trucs. Puis encore là, je trouve que ça resserre les liens avec les clients. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. On dirait que ça remplace un peu, pas mal, le fait de ne plus éditer la boîte à BD et le comic book. De ne plus faire le samedi de la BD, ça a comblé ce vide-là pour moi, en tant que créateur. C'est comme si il y avait eu une espèce de transfert dans ta transmission à toi. Le samedi de la BD gratuite, c'est une manière de transmettre une passion, des connaissances et de permettre aux gens de réseauter. C'est de susciter la rencontre entre le lectorat, des auteurs, des autrices. Ça n'a pas la même portée. C'est une portée différente, on va dire. Mais ça m'alimente intérieurement. Puis ça fait que je peux continuer de créer quelque chose. J'ai écrit quelques trucs, quelques histoires, mais le dessin, on va laisser David rire de moi. Puis on va continuer à faire des vidéos. Écoute, je réitère mais vraiment mes vœux de 30e anniversaire parce que la chose la plus difficile dans la vie, c'est de durer. Et en 30 ans, t'as navigué, t'as traversé quelques tempêtes. Là. On parlait de la COVID tantôt, on parle de cycle économique aussi. Hein? Ouais. Et donc, bon an, mal an, t'as maintenu le cap. Et 30 ans à la tête d'une entreprise culturelle, c'est pas banal. Fait que félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. On le sent, hein, on la sent, cette passion-là qui t'anime. Puis, et c'est beau de te voir interagir avec la clientèle. Et effectivement, je pense que ta librairie, et je pense que la librairie en général, c'est un lieu de rencontre. C'est un carrefour. C'est un endroit où tu rencontres des auteurs par le biais de leurs œuvres. Parfois même, tu les rencontres lors d'événements. Le travail de libraire, c'est un travail de passeur, c'est un travail de médiation extraordinaire. Là. On parle évidemment qu'on ne reconnaît pas assez le travail des enseignantes et des enseignants, à juste titre, parce qu'ils font un boulot tellement important pour notre société. Mais pour moi, le libraire ou la libraire, c'est un gardien du savoir. C'est un travail essentiel. Et c'est dur de faire ce métier-là. Parce qu'encore une fois, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut se véhiculer avant de s'acheter un livre. Donc, que tu aies réussi à traverser toutes ces tempêtes-là et ces changements. Puis aussi, évidemment, il y a des changements de tendance. Il y a 10 ans, tu n'avais pas autant de mangas sur ton plancher que tu as aujourd'hui. Non, puis l'adresse a fait beaucoup aussi. À mon ancienne location, j'ai tout fait pour faire la promotion du manga. J'avais pas la clientèle locale pour ça. Ici, c'est différent. J'ai commencé, dès les premiers mois de réouverture, les mangas partaient tout seuls sur les tablettes. Puis j'en avais quasiment pas. Donc, la géographie a une incidence. Une incidence. L'accès. C'est à côté de chez toi. Go. Fait que c'est plus facile. Voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Jean-Marquis, pour les 30 prochaines années? Écoute, découvrir encore des trucs qui vont me jeter à terre. Redécouvrir, relire des choses que peut-être mon esprit a oubliées. Puis continuer d'avoir du plaisir avec les gens qui viennent me voir.
Jean-Marquis, c'est la grâce qu'on te souhaite et qu'on souhaite aussi à tes clientes et clients. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Bon 30e anniversaire et longue vie. Merci beaucoup. Pour suivre la boîte à BD de Laval, rendez-vous au facebook.com/la boîte à BD de Laval. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation BD, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.